Ce grand problème technique qui nous a fait perdre approximativement 31 minutes, c'est les aléas du direct de ce début d'année 2025. Merci en tout cas d'être rejoint pour ce nouveau webinaire qui portera aujourd'hui sur comment booster votre croissance sans perdre le contrôle grâce à la méthode Scaling Up. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julien Dicely, programming coordinateur du Business Club, et je serai votre modérateur aujourd'hui. Rappel très rapide sur les détails pratiques de la plateforme. Vous aurez sur la droite de votre écran un onglet chat pour poser des questions sur d'éventuels soucis techniques rencontrés, comme ce qui s'est produit d'ailleurs aujourd'hui, et un onglet questions aussi qui vous permettra justement de poser vos questions auxquelles notre expert répondra lors de ce webinaire. Voilà donc pour le sujet de ce jour. La croissance rapide peut être un défi, surtout si elle s'accompagne de désordre et de perte de contrôle. Ce webinaire vous guidera dans l'adoption de la méthode Scaling Up, une méthode structurée, maîtrisée. Découvrez comment les entreprises leaders restent agiles et sereines, même dans les périodes de forte expansion, avec notre expert Jean-Marc Fandel de la société Meraki Management, que j'invite dès à présent à nous rejoindre sur scène. Là, ça devrait fonctionner. OK, bonjour tout le monde. Plaisir de vous retrouver. On passe à la présentation, si possible. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le scaling up. Et avec la question, scaling up, c'est pour qui? C'est quoi? Et pour répondre à cette question de manière très concrète, le scaling up, c'est pour des dirigeants, pour des patrons, pour des patronnes, pour des responsables de services, de départements, qui sont à la recherche de nouvelles idées, qui sont à la recherche d'amélioration. Alors, je me suis retrouvé dans ces chaussures il y a un certain temps, parce que je pilotais des startups, je pilotais des corporates avec passé 1000 personnes. J'étais dans vos chaussures. Et pour moi, c'était la révélation de la méthode Scaling Up était une véritable épiphanie, parce que euh, j'étais frustré par rapport au potentiel que je voyais dans l'organisation, mais que je n'arrivais pas vraiment à développer. Avec la méthode Scaling Up, ça m'a permis justement de déverrouiller, de libérer ce potentiel. Et j'étais tellement convaincu par cette méthode, en ayant passé quand même par pas mal d'études. J'ai fait un doctorat en sciences économiques, j'étais à la Harvard Business School, où j'avais quand même eu accès à des outils très puissants, mais au niveau scaling up, le côté pratique, le côté concret m'a vraiment séduit. Et pour moi, c'est comme une vocation aujourd'hui de dire, ça c'est des éléments que je veux absolument partager avec des entrepreneurs, avec des personnes qui n'acceptent pas le status quo. Donc, c'est quoi scaling up? Il s'agit de propulser votre entreprise au prochain stade. Parce que très souvent, quand même, on est amené à se développer à un certain stade, et ce qui nous a amené à ce stade-là ne va pas nous amener au-delà. Et c'est là qu'intervient cette méthode. Alors, il y a à peu près 70 000 entreprises, 70 000 entreprises au monde qui utilisent cette méthode, et moi-même, je fais partie des à peu près 250 coachs qui sont spécialisés dans le scaling up. Ce qu'on amène, c'est finalement une mine d'or de stratégie pour identifier des leviers de croissance, pour sécuriser des projets, pour mener des projets à bien, respectivement manœuvrer des virages stratégiques, et à la fin de compte, pour maximiser la valeur de l'entreprise. Alors, dans ce contexte, les défis sont multiples. Ils prennent beaucoup de formes différentes. Et question d'avancer sur ce sujet, euh, je vous propose de répondre ou de réfléchir un court moment à une question qui est la suivante. C'est: quel est votre plus grand défi en matière de développement ou de croissance? C'est lorsque vous posez que la question est celle de comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut prendre la prochaine étape, quel est le défi que vous rencontrez sur ce chemin.
mettez-le s'il vous plaît dans le chat, dans l'onglet. De cette manière, je peux réagir dessus, respectivement apporter mon point de vue. Évidemment, dans un webinaire, ce n'est pas, on va pas amener la solution toute faite, mais c'est plutôt voilà, un premier volet. Alors, il y a le data, et oui, d'avoir des données qui soient fiables, des données qui soient robustes, déjà de les avoir, mais ensuite de pouvoir travailler, c'est certainement un des points essentiels. Alors, les autres défis, ben, ce sont des défis aussi en tout cas que moi j'ai rencontré, c'est celui d'entraîner toute une équipe dans une dynamique. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre du monde en chemin? C'est une, c'est une question, alors, très souvent qui est dite de communication, mais alors c'est un mot valise et puis ça veut dire beaucoup de choses. Des fois, c'est même parce que la stratégie qu'on a en tête ou les idées qu'on a en tête, on n'arrive pas vraiment à les expliciter. Alors, euh, finalement, voilà, ce sont ça les défis qu'on a, mais toujours en se posant la question, mais pourquoi finalement aller vers le scaling up? Et la réponse, elle est très directe. C'est pour devenir une gazelle. Une gazelle, c'est quoi? Ben, ce sont des entreprises agiles qui ont un beau taux de croissance et scaling up aide justement les gazelles à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un objectif de croissance de revenus. Les revenus, c'est pas la pierre philosophale, mais l'objectif qui est posé par l'entreprise, c'est comment est-ce que on peut l'atteindre, comment est-ce qu'on peut le réaliser en étant serein et en arrivant à faire ça de manière durable. La première chose qu'il faut, c'est des résultats qui soient mesurables pour pouvoir justement juger du progrès. Alors, scaling up a été employé, respectivement, un certain nombre de méthodes ont été employées par Steve Jobs, par Michael Dell, je vais y revenir par la suite, mais également des entreprises luxembourgeoises ou basées à Luxembourg, comme Maison Moderne, maison qui fédère également le Paper Jam Business Club, Alavita, qui est dans le domaine du retail, ou encore Steelshed, une entreprise qui fait des hangars en kit, un petit peu comme Ikea fait des meubles. Ben, Steelshed fait ça pour des hangars et les distribue quasiment partout au monde. Ce sont des exemples concrets finalement de mise en œuvre de la méthode Scaling Up. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est une méthode qui s'applique du moment qu'on a affaire à de la croissance structurée. Donc, peu importe qu'on soit maintenant dans l'informatique, qu'on soit fiduciaire, qu'on soit dans l'aviation, qu'on soit dans les loisirs, c'est du moment qu'on a une thématique de croissance structurée que cela s'applique. Deux secondes. Oups. Alors, par rapport à cette thématique et par rapport à l'image de la gazelle, j'aimerais bien la développer un petit peu parce que on a tendance respectivement, on relie souvent le côté start-up au côté souris. On donne l'image de la souris. Pourquoi? Ben parce qu'une souris, tout comme une start-up, finalement, c'est quelque chose de très agile, de très flexible. Une souris, par exemple, se nourrit de tout, de fromage, de chocolat, mais également de livres, de meubles. Et voilà, c'est une question de survie. On ne se pose pas trop de questions, on dit oui à tout ce qui est mangeable, tout ce qui est et on va se nourrir par rapport à cela. Si une gazelle, c'est-à-dire une entreprise déjà un petit peu plus évoluée, utiliserait la même démarche, ben, à ce moment-là, la gazelle, elle en mourrait. Donc, pas question de se nourrir, de dire oui à tout et de se nourrir de meubles ou de livres. Donc, cette image de souris par rapport à gazelle, finalement, est là pour dire qu'il faut choisir. Lorsque on est en train de se développer, il faut faire un choix. Et c'est un choix qui se porte en tout cas sur deux niveaux, deux grands niveaux. Le premier, ben, c'est celui de la stratégie, c'est qu'on ne peut plus dire oui à tout. On ne peut plus, on a besoin de se focaliser
parce qu'à force de dire oui à tout, on fait vraiment rien de bien. Donc, vraiment de se focaliser et de dire oui à un certain nombre de choses et donc beaucoup de non. Le deuxième volet à côté de la stratégie est celui des opérations. C'est-à-dire, et là également de choisir où est-ce qu'on passe son temps. Parce qu'en tant que responsable, bah, oui, rien de plus facile que de passer son temps pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, peu importe, dans l'opérationnel. Mais en tant que dirigeant, il faut choisir. Et donc, oui, il y aura une activité dans l'opérationnel, mais surtout, il faudra se garder du temps pour réfléchir et pour travailler sur l'entreprise. Pas dans l'entreprise, mais de travailler sur l'entreprise. Alors, cet état de choses fait que euh, on a le développement n'est pas une fatalité, mais c'est ce qu'on disait, c'est un choix. Et de manière peut-être un petit peu dramatique, j'illustre ça par les vallées de la mort pour vous montrer que, euh, voilà, lorsque vous dépassez le 1 million de chiffre d'affaires, bah, déjà vous êtes dans une minorité d'entreprises. Au Luxembourg, 82% des entreprises font un chiffre d'affaires en dessous de 1 million. En dessous de 1 million. Ce sont des entreprises, voilà, hors secteur financier. Les derniers chiffres sont de 2021, mais 82% des entreprises font un chiffre d'affaires en dessous de 1 million. Il y a uniquement 18% qui font un chiffre d'affaires supérieur à 1 million, 3% supérieur à 10 millions, 0,7% supérieur à 50%. Donc, en étant dans ce club des entreprises qui développent euh, enfin, qui sont en train de croître, on est vraiment dans un club élite et on peut se poser la question sur qu'est-ce qui fait que quelles sont les clés de croissance qu'on a. Et en fait, il y a trois grandes catégories. La première, c'est de disposer d'un leadership visionnaire. Et ce n'est pas un leadership uniquement en termes de leadership d'hommes et de femmes, mais c'est également de pouvoir anticiper ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe dans l'environnement. Euh, Typiquement, c'est les volets comme est-ce qu'on utilise vraiment les nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, l'analyse de données qui vient également d'être mentionnée avant, les techniques de gestion qui sont en phase avec le temps, c'est ce que je mets sous cet aspect du leadership visionnaire, d'anticiper les tendances et d'aller avec son temps. Le deuxième volet, c'est celui de la délégation. Délégation qui était possible du moment qu'on a les bonnes personnes aux bons endroits, aux bons postes. Et le troisième volet, le troisième grand secret des gazelles, c'est en fait un modèle central qui consiste à dire on va s'intéresser pas uniquement aux actionnaires ou pas uniquement aux clients, mais on va aligner clients, employés et actionnaires pour vraiment arriver vers un modèle de croissance qui soit durable et qui fasse du sens. C'est d'ailleurs ce modèle central qui a donné la base au principe de la valeur partagée, c'est-à-dire de créer un écosystème dans lequel tous les stakeholders finalement bénéficient de l'agissement de l'entreprise. On le rencontre aujourd'hui dans le cadre des évolutions du RSE qui pose en fait, qui nous donne trois lignes. Alors, ce n'est pas un gentil mélange maintenant ou un amalgame de bienfaiteurs, mais c'est de manière très claire, il y a trois éléments. Le premier, c'est d'avoir des clients qui soient satisfaits et qui soient fidèles. Et ça, on y arrive à un des outils que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est celui promesse, de la promesse de marque. Le deuxième, c'est des employés qui soient engagés et alignés. Un autre outil qui est celui des valeurs, comment est-ce qu'on peut travailler avec des valeurs. Et enfin, le troisième, qui est celui des actionnaires, des propriétaires, de la direction, c'est d'avoir une vue claire au niveau des résultats. Alors, commençons peut-être par les clients et euh, par la question de la promesse de marque qui est vraiment centrale. C'est-à-dire toute stratégie, elle se développe autour de cette promesse de marque. Et ça veut dire quoi? C'est pourquoi des clients, des utilisateurs doivent finalement faire confiance à nous pour résoudre un problème. Et pourquoi à nous et pourquoi pas aux autres? Exemple.
FedEx. FedEx a révolutionné le monde de la logistique en prônant la livraison en 24 heures. C'est avant que, avant FedEx, il n'y avait pas cette promesse. C'était, voilà, il y a le paquet qui est envoyé et puis il va arriver. FedEx est venu en disant, voilà, notre promesse, c'est votre paquet dans les 24 heures. Et ça a transformé l'ensemble du secteur. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette promesse n'est pas uniquement une promesse marketing, mais c'est que tous les processus au sein de l'entreprise sont à ce moment-là pointer vers cette promesse, pour pouvoir tenir cette promesse. Et troisième volet, c'est d'être mesurable, c'est de faire de donner une mesure à notre promesse. Dans le cas de FedEx, c'est 24 heures. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a l'exemple une assurance qui dit, voilà, appelez-nous et en 20 minutes, on vous garantit 15% de prime en moins par rapport à ce que vous payez aujourd'hui. Donc, on a ici clairement une promesse. Voilà, vous payez moins, vous nous appelez, vous allez payer moins. Au niveau de l'informatique, des gens qui supportent les relations clients, le marketing, un CRM, on va vous l'installer en 30 jours, par exemple. Donc, ce sont des, euh, des entreprises finalement qui émettent des promesses, mais surtout des promesses qui soient mesurables. Alors, euh, par rapport à cela, c'est un exercice qui n'est pas simple, mais qui est extrêmement utile. Euh, Et j'aimerais vous inviter, si c'est possible, et j'espère que ça marche, si vous avez, est-ce que vous avez une promesse de marque, peut-être? Peut-être pourriez-vous la partager avec moi, avec le groupe. Vous pouvez la mettre dans le chat. Alors, pendant que vous réfléchissez, euh, une chose, c'est de disposer euh, d'une promesse qui soit mesurable, mais ce qui est encore plus important, ou ce qui est aussi important, c'est le fait de pouvoir garantir cette promesse. Et je parlais avant de l'exemple de la société informatique qui disait, voilà, on va vous installer un CRM en 30 jours. Eh ben, une garantie qui est rajoutée est celle que si on n'arrive pas à l'installer dans 30 jours, ben dans ce cas-là, on paye, ou vous n'avez pas à payer les frais d'installation. Donc, on a euh, voilà, un véritable engagement du côté de l'entreprise. Alors, il y a Oufou qui m'écrit, promesse de marque peut être l'expérience proposée au client, mais aussi la qualité d'un produit, d'un service, mais c'est surtout ce qui va marquer le client. Oui, absolument, ça va marquer le client. C'est, ça va marquer le client, c'est justement, et le client, il va se dire, ah, il faut que j'aille auprès de cette entreprise plutôt qu'auprès d'une autre, qui peut-être propose les mêmes services. Mais il y a un élément différenciateur, et cet élément différenciateur, on pourra on pourra le qualifier. Euh, oui, Noura, absolument. Les valeurs, plus de valeurs humaines. Euh, voilà. Euh, je peux vous donner un autre exemple, c'est par exemple le service client. Quand on est quand on est très à cheval sur le fait que notre service client il soit vraiment à la hauteur. À ce moment-là, voilà, pas uniquement de dire que nous avons un service client qui est excellent, mais de dire que, par exemple, si vous appelez notre service client, le téléphone sera décroché après 2 sonneries. C'est-à-dire qu'on sera vraiment sur sur le pont pour être très, très réactif et donc vraiment d'amplifier cet élément humain. Donc, promesse de valeur, de donner un élément mesurable, de rajouter une garantie du type, voilà, vous êtes satisfait ou vous êtes remboursé. Et à ce moment-là, on a quelque chose on a finalement un positionnement stratégique à partir duquel on peut travailler. Le
Deuxième aspect, c'est celui des employés. On a vu que la première clé de succès, c'est cet élément de stratégie qui est central, la promesse de valeur. Le deuxième, c'est celui des employés, c'est le fait de pouvoir amener tous les employés, toute l'équipe sur ce chemin. Et c'est là que les valeurs fondamentales efficaces jouent un rôle absolument, absolument clé. Je partage ici l'image avec vous qui, voilà, est peut-être celle d'une expérience qu'on a déjà tous vécue. On a tous travaillé dans des projets, certains projets où ça marchait vraiment, ça marchait comme une lettre à la poste, et il y avait des projets où finalement ça ne marchait pas, ça foirait. Pourquoi? Dans les deux cas, l'objectif était très souvent, il était très clair. Mais où ça pêchait, c'était sur la manière de faire, c'était sur la manière d'aborder cela. Pour les uns, ben voilà, on a fini à 17 heures. Ben pour les autres, on allait l'extra mile. Pour certains, c'était ben, j'attends qu'on me dise, et pour d'autres, ben, ils prenaient l'initiative. Ou encore, c'est voilà, c'est la faute aux autres. Moi, j'y peux rien, c'est les autres qui ont fait. Alors que on peut aussi être d'une point de vue inverse et de se demander qu'est-ce que je peux faire dans cette situation. Je fais référence donc avec cela aux valeurs, à l'ADN, aux principes fondamentaux qui guident le fonctionnement d'une entreprise, d'une équipe. En exemple, vous avez là les SteelShed Solutions, vous avez les 4 valeurs clés de SteelShed, à savoir le sens du client, l'agilité. Donc, sens du client, c'est tout pour le client. L'agilité, c'est le fait que c'est le résultat qui compte et on va y arriver en étant agile. C'est une question de responsabilité, d'assumer la responsabilité, c'est-à-dire de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation? Et puis, c'est un volet d'appartenance qui est important dans cette société. C'est de ne pas être seul ou de ne pas tolérer une culture qui soit celle du héros, mais vraiment de former une équipe. C'est un petit peu les terms of engagement. Si on veut faire partie de cette société, ben voilà les 4 principes qu'on est appelé à respecter. Un autre exemple qui est celui d'une société qui est dans le multi-cloud et qui, elle, donne cette plaquette à tous ses collaborateurs, nouveaux recrues, pour vraiment leur dire que la valeur centrale pour eux, c'est le support fanatique. C'est une entreprise qui est dans le domaine de l'informatique, dans le cloud. Et voilà, si quelque chose ne fonctionne pas dans le cloud, à ce moment-là, on est vraiment, voilà, on veut avoir quelqu'un en ligne, on veut savoir ce qui se passe. Et leur proposition, respectivement, leur valeur, c'est on est des fanatiques au niveau du support. On ne va laisser personne dans la pluie. Mais l'important ici, c'est d'utiliser ce dog tag finalement très, très militaire qui traduit ce fanatisme. Donc, première réaction, oh, moi je ne porterai pas ça, ce n'est pas ma philosophie. Ben, dans ces cas-là, c'est un premier indicateur que probablement dans cette société, vous ne serez pas heureux. Parce qu'il y a ce côté fanatique qui est là. Il y a des gens qui aiment bien, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et dans ces cas-là, ils ne seront pas un fit avec la culture de l'entreprise. Euh, les valeurs, alors si vous n'avez pas encore défini vos valeurs, c'est pas que vous n'en avez pas, mais c'est qu'elles ne sont pas explicites, elles n'ont pas été explicitées. Et pour avoir les bonnes personnes à bord, les bonnes personnes au bon endroit, les bonnes personnes signifient les personnes voilà, qui correspondent à vos valeurs. Et là, il s'agit de les identifier. Au niveau de l'approche scaling up, on appelle ça la mission sur Mars. Alors, il ne s'agit pas d'envoyer des gens sur Mars avec un ticket, sans ticket de retour, c'est pas ça, mais c'est plutôt de voir quelles sont les personnes dans l'entreprise ou les valeurs qu'elles incarnent qui font que si on avait à faire une expédition sur Mars, ben, on les mettrait à bord
de la fusée. Une chose, c'est de les identifier ou c'est de les révéler parce qu'elles sont présentes dans l'entreprise de manière implicite, mais c'est de les révéler. L'autre chose, l'autre volet, c'est de les faire vivre, qui est alors le plus important parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont défini des valeurs, mais finalement, ces valeurs finissent sur un poster dans la cuisine et après, plus rien d'autre ne se passe. J'aimerais vous donner justement ici deux possibilités pour faire, ou deux approches pour faire vivre ces valeurs. Et la première, c'est, et je prends l'exemple de la valeur responsabilité et engagement de Steel Shed, mais ce n'est pas uniquement de s'arrêter à ces deux mots, mais d'en faire une ligne explicative. Et là où ça devient important, c'est de définir des comportements cool ou des comportements pas cool par rapport à cette valeur. C'est-à-dire, si je dis que notre valeur est la responsabilité et l'engagement, un comportement cool, c'est de dire, bah, je tiens les délais, même en cas d'imprévu, mais voilà, il y a des fois où ça, c'est pas possible, mais dans ces cas-là, j'informe en cas de retard. En adoptant cette explicitation, oui, ce côté explicite de la valeur, en explicitant cette valeur, on donne une guidance par rapport à l'équipe qui est quand même beaucoup plus concrète que uniquement de dire chez nous, c'est responsabilité et engagement. Une autre interprétation, qu'est-ce qu'un comportement cool qui va avec avec cette valeur? Ben, c'est de proposer des solutions concrètes pour compenser une erreur. Au même titre, on peut aussi avoir des comportements qui ne soient pas cool. C'est on ne vit pas la responsabilité et l'engagement lorsqu'on reporte la faute sur un autre membre de l'équipe ou lorsqu'on livre un projet en retard sans avertir ou proposer des ajustements. Le volet ici, c'est, et ça j'aimerais vous inviter à le faire, c'est ce formidable exercice de le faire avec votre équipe. Il ne s'agit pas de discuter les valeurs, mais il s'agit de discuter sur le volet cool et pas cool. Parce que là, en temps non suspect, vous allez adresser les soucis qui, de toute manière, vous allez les rencontrer du matin au soir. Mais au lieu que ce soit une, un dialogue ou une confrontation, ben, en temps non suspect, on aura déjà dit un certain nombre de choses et on aura donné un guide aux personnes sur qu'est-ce que, en tant que responsable, j'entends par responsabilité et engagement. Alors, le truc vraiment cool là-dessus, c'est une fois qu'on a collectionné ces cool et pas cool, c'est comme vous le voyez là sur l'image, c'est de faire un culture book. C'est-à-dire de résumer tout ça au niveau d'un livre, d'un livret, un livret qu'on distribue au sein de l'entreprise, mais surtout par rapport aux nouveaux venus, pour leur dire très rapidement, écoutez, voilà les choses, comment ça se passe ou comment est-ce que ça pourrait ou comment est-ce que ça se passe chez nous. C'est un exemple, c'est le culture book. Le deuxième exemple, pour faire vivre les valeurs, c'est de les évaluer de manière régulière. Qu'est-ce que j'entends par évaluation? Ben, c'est par exemple lorsqu'on a terminé une réunion et de poser la question lors des 2-3 dernières minutes, ben, si on devait donner un score de 1 à 10, si lors de cette réunion, est-ce qu'on on a eu le sens du client? Est-ce qu'on était agile? Est-ce qu'on était responsable et engagé? Et est-ce qu'on a vraiment un sentiment d'appartenance qui s'est dégagé de la manière comment on a dialogué? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est ensuite de confronter, de juxtaposer les différents scores. Évidemment, c'est génial si on peut avoir un 10 partout, mais c'est pas ça. Le truc vraiment intéressant, c'est lorsqu'on a des écarts au niveau des évaluations. Et d'après ces écarts, comme par exemple ici dans l'exemple, vous voyez responsabilité et engagement, il y en a un qui a donné 7, il y a un autre qui a donné 3. C'est d'avoir une courte discussion sur comment ça se fait que toi, tu as donné 7 et que toi, tu as donné 3. Ben, peut-être que la prochaine fois, on pourra changer quelque chose. Encore une fois, la question ici, c'est premièrement, c'est de constater, c'est de le faire, de constater les écarts, respectivement, de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour augmenter d'un cran? Pas pour aller jusqu'à 10, mais pour augmenter d'un cran. Donc, des actions concrètes pour faire vivre ces valeurs.
un des volets, après la promesse, après les valeurs, donc après les idées et l'équipe qui était importante, ben, c'est l'exécution. C'est comment piloter tout ça. Importance d'avoir un retour d'information et surtout cette amélioration continue. Sur cela, un exemple, c'est l'heure de l'horreur chez Michael Dell, où finalement, c'est pendant 1 heure par semaine, il collecte avec son comité de direction toutes les choses qui ne vont pas, et il ne va pas s'attaquer à tout, mais il va s'attaquer à 1% de ces problèmes et les résoudre dans cette semaine-là. C'est donc plutôt des améliorations constantes, des petites améliorations, mais constantes, qui feront que l'effet sera énorme. Pour les matheux d'entre vous, si je fais 1% d'amélioration par jour, juste 1% par jour, voilà, si aujourd'hui je cours 1 km et donc demain je vais faire 1% de plus, combien de kilomètres j'aurai parcouru à la fin de l'année? Je vous laisse faire les calculs, je l'ai fait, c'est 37 kilomètres. Donc, en s'améliorant chaque jour de 1%, à la fin de l'année, on a une amélioration d'un facteur 37. On sous-estime, c'est notre cerveau qui est structuré de cette manière-là. On n'est pas structuré pour voir l'exponentiel. On est très bien dans le linéaire, mais pas dans l'exponentiel. Alors qu'un 1%, une amélioration de 1% par jour est une véritable courbe exponentielle, et ça donne un effet absolument incroyable. C'est aussi, à côté de ces améliorations constantes, c'est aussi une question de se développer par le feedback. Et développer par le feedback, finalement, fait référence à l'avantage compétitif des gazelles. Ce sont des entreprises qui apprennent plus rapidement que tous les autres. Elles ne peuvent pas être toujours les moins chères, elles ne peuvent pas vraiment être très différenciantes, mais ce qu'elles peuvent faire, c'est réagir de manière absolument rapide. Et le mécanisme qui est relié à ça, c'est le fait de revenir en arrière. Et pour cela, je vous propose cet outil ici. Peut-être que vous reconnaissez, c'est le film Le Bon, la Brute et le Truand, pour dire finalement, si on fait une rétrospective sur les derniers 90 jours, bah, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui a moins bien marché. C'est, bon, on prend l'image de la brute, et puis le truand, bah, c'est qu'est-ce qui a été vraiment frustrant. Alors cet exercice-là, je vous recommande de le faire chacun pour soi, en prenant des post-it et d'écrire dessus, voilà, ce qui était bien, un élément qui était bien par post-it, un deuxième qui était bien par post-it. Et ensuite, de le rassembler. Si c'est le patron ou la patronne qui commence par dire qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était moins bien et qu'est-ce qui était frustrant, il y a un risque que l'ensemble de l'équipe va s'orienter sur cela. En faisant cela de manière séparée, on prépare, on note ces post-it et après on les met ensemble, on a déjà ici un obstacle qu'on peut écarter. En fait, voilà, c'est humain, mais on se donne les moyens pour avoir une situation qui soit le plus neutre possible. Enfin, le troisième volet, et ça c'est celui de l'actionnaire, à côté des employés, à côté des clients, celui des actionnaires, du propriétaire, de la direction. Et là, on y va d'après la phrase, ben, les revenus, c'est de la vanité, les profits, c'est de la sanité, mais c'est le cash finalement qui est roi. Et de se focaliser sur cet aspect, où est-ce que on gagne du cash et où est-ce que je perds du cash. Alors, c'est aussi une question de délai. Quels sont les délais de trésorerie qu'on a? Peu d'entreprises, finalement, regardent cela. L'autre volet qu'on voit au niveau de la gestion financière, c'est cette question de par où est-ce que je commence? Qu'est-ce qui aura le plus grand impact?
J'augmente les prix ou je fais une autre politique de prix? Est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est le fait de réduire les coûts directs, les overheads? Est-ce que je demanderai aux débiteurs de payer plus rapidement, aux créanciers je payerai beaucoup plus tard, ou est-ce que mon inventaire, je vais l'augmenter ou le diminuer, question de générer plus de cash. Par quel moyen est-ce que je commence? Cela, c'est une analyse financière, finalement, de vos deux derniers états financiers. Alors, voilà, pour ceux qui sont sur le webinaire, ce que je propose, c'est que si vous voulez, envoyez-moi vos deux derniers états financiers, pertes et profits et bilan, et je vous retournerai une analyse financière avec une indication. Quel est l'effet que vous pouvez avoir si vous commencez à bouger de 1% le prix ou le volume ou les coûts directs ou tous ensemble? Évidemment, c'est sans engagement de votre part. Nous avons ensuite le côté, je dirais, intégration. C'est vraiment maintenant de rassembler tout ça sur une page. On va se retrouver sur la même page en termes de culture d'entreprise, c'est-à-dire en termes de valeur, en termes de stratégie, en termes de promesse de marque et en termes d'exécution, c'est-à-dire ce qui se fera dans les prochains 3 ans, 1 an, respectivement 90 jours. On est vraiment sur cette construction du why, what, how, c'est-à-dire du pourquoi est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on va faire de manière très concrète. Cet élément, ce plan stratégique en une page, est un des volets essentiels de la masterclass qu'on utilise, qu'on va organiser. Enfin, tout ça, ça ne marche pas sans la motivation de l'équipe, respectivement sans le CEO. Alors, CEO, ce n'est pas Chief Executive Officer, mais c'est Chief Enablement Officer, Energy Orchestrator, Chief Empowerment Officer. 3 éléments absolument essentiels. C'est le fait de découper l'année en trimestres. On est finalement, c'est un véritable défi de travailler sur une année, mais vraiment, si on découpe ça sur du trimestre, c'est comme un éléphant, hein, ça se mange de manière plus facile. C'est le fait de célébrer des succès. Beaucoup trop peu d'entreprises vraiment célèbrent des succès. Alors, c'est pas qu'il faut faire une soirée dans un restaurant 3 étoiles, c'est pas ça, ne serait-ce qu'une bière le vendredi soir, mais c'est vraiment de marquer ce moment où on peut dire, OK, maintenant, allez, on a bien bossé, on pourra boire une coupe ou une bière ensemble. Et le troisième volet, et là, demandez-vous, quand est-ce que vous avez expliqué votre stratégie, votre réflexion stratégique à votre équipe la dernière fois? Ce sont 3 éléments qui sont absolument essentiels pour pouvoir avancer. J'arrive gentiment vers la fin avec encore un volet qui est celui de You will never grow alone. On ne va pas se développer tout seul. Mais l'idée est vraiment de rejoindre des groupes de réflexion. C'est de participer à la communauté Scaling Up, par exemple à travers la masterclass. C'est de consulter des mentors, que ce soit à travers l'association Pulse ou Business Mentoring. Ce sont finalement des plateformes qui vous permettent de progresser et de progresser avec d'autres qui ont les mêmes défis que vous. Le référentiel qu'on utilise est celui du Scaling Up. C'est un système intégré qui gravite toujours autour de 4 dimensions clés. People, Strategy, Execution et Cash. People, d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Stratégie, d'avoir une stratégie claire. Une exécution qui soit rythmée, où il y a une certaine discipline. Et puis finalement, si on fait tout ça bien, il y a des résultats, il y a du cash qui va être généré. Ce cash, il pourra être utilisé pour augmenter votre équipe, pour recruter davantage, pour mieux payer des personnes, pour avoir des compétences plus pointues qui, elles, vont vous aider à définir une stratégie qui est plus fine. Et donc, avec une bonne exécution, vous allez encore une fois boucler la boucle pour augmenter la valeur de l'entreprise. Mon dernier slide
Et message, c'est voilà, transformer vos apprentissages ou les idées que vous avez reçues en actions concrètes. Pas tout à la fois. Choisissez-en une ou deux. Que ce soit de revoir la promesse de marque pour qu'elle devienne mesurable, d'intégrer cet élément humain pour que voilà, on arrive à faire que ça parle aux clients. Euh, Peut-être de définir et de faire vivre vos valeurs ou de découper l'année dans des trimestres vraiment pour soutenir la motivation, de mesurer des résultats, de faire des rétrospectives pour apprendre finalement de l'expérience. Mais voilà, viser le 1% d'amélioration. Alors, voilà un certain nombre d'incitations. Euh, Maintenant, peut-être que vous vous souviendrez plus de l'un ou l'autre aspect. Dans ces cas-là, contactez-moi, soit par mail, soit par téléphone, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous quant au développement d'entreprise sans perdre le contrôle. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup Jean-Marc pour ce partage. Je vous invite déjà, cher public, à préparer vos questions, à nous les poser dans l'onglet dédié à droite de votre écran. Peut-être juste une autre information par rapport à cette série de webinaires Scaling Up. On a une prochaine édition qui va arriver début février, donc que je vais vous mettre en lien directement le 12 février exactement. Vous allez voir apparaître le lien dans le chat pour vous inscrire. Hop. Et voilà. Dessus, vous arriverez sur le site du Paper Jam Club et vous pouvez vous inscrire directement à cette prochaine session qui sera une continuité justement de cette première édition que nous venons de rencontrer aujourd'hui. Maintenant, la phase des questions, cher Jean-Marc, on va commencer très simplement. Première question, quels sont les leviers les plus efficaces pour maximiser la valeur d'une entreprise tout en sécurisant, bien entendu, sa croissance? C'est tout un programme, Julien. N'est-ce pas? Mais je dirais, c'est vraiment essentiel de reconnaître qu'en quoi on va devoir travailler sur l'entreprise. C'est clair, il faut qu'on livre nos services, il faut qu'on livre nos marchandises, mais l'important, c'est de travailler et de mettre du temps de côté pour travailler sur l'entreprise, sur les process, sur l'organisation. Un des volets. Un des volets. Merci beaucoup Jean-Marc. On parlait justement tout à l'heure pour d'une notion centrale qui est l'engagement des employés. Justement, comment le maintenir cet engagement des employés tout en continuant justement à croître pardon, de façon structurée. Oui, je reviendrai là sur les valeurs et qui est un élément qui est sous-estimé dans sa puissance parce que euh, dans le monde dans lequel on vit, où tout est volatile, incertain, complexe, ambigu, finalement, les valeurs sont assez pérennes dans une entreprise. Respectivement, c'est la mission du management de faire en sorte que ces valeurs soient établies, que ces valeurs soient vécues, et ce n'est pas tous les lundis matins qu'il y a une nouvelle valeur qui apparaît. Donc, c'est un élément de constance dans un monde de dingue, des fois, où il y a tout qui change et qui doit changer. Donc, par exemple, notre stratégie, elle doit changer. Il se peut très bien qu'une stratégie, au bout de 3 mois, il faut qu'on la change, mais ça ne veut pas dire qu'on va changer nos valeurs. Et le fait d'amener les personnes, on ne va pas les amener sur la stratégie, on va les amener sur les valeurs. On va les amener sur les principes, sur des principes finalement qu'on partage. Ça fait du sens? Pour moi, ça fait du sens. Ouais. Justement, on parlait de valeur par rapport à l'engagement. Et justement, on parlait tout à l'heure aussi d'engagement sur un trimestre plutôt que sur une année globale. Comment on motive justement, au-delà des valeurs, une équipe autour d'un ou d'objectifs trimestriels sans trop surcharger en termes de travail ou sans les démotiver justement, ces employés? Bah, déjà par la clarté. Et je pense un des volets qu'on a, c'est des priorités qui changent quasiment tous les jours.
respectivement, là, j'ai repris une équipe où les priorités, ça a changé dans la journée. Alors, comment voulez-vous faire du travail qui soit du bon travail, vraiment de terminer quelque chose lorsque dans la journée, on doit courir par-ci et on doit courir par là. Et ça, c'est de l'autodiscipline, ça, c'est une question organisationnelle. Et finalement, la mission du dirigeant, ben, ça se mesure au fait qu'il est capable, avec son organisation, de performer. Et donc, il ou elle a tout intérêt à faire en sorte que ces gens puissent performer. Et on ne peut pas performer lorsque tous les 5 minutes, les priorités qui changent. Donc, comment tenir quelqu'un avec soi sur 13 semaines, sur trois mois, ben, c'est d'être clair au niveau des priorités et de se maintenir. Après les 3 mois, on revoit la situation et on fixe de nouvelles priorités. Maintenant, euh, le monde ne change en principe pas radicalement tous les 90 jours. On est d'accord. Lorsqu'on était en temps de Covid, par exemple, on travaillait avec les équipes sur des échéances de 30 jours, parce qu'on ne savait pas. Mais on se Bien sûr. disait, allez, on va prendre 30 jours. Question d'avoir quelque chose de plus ou moins stable. Et je pense que c'est de cette manière-là, voilà, en fixant des priorités, en s'y tenant, après en faisant l'évaluation, que voilà, ensemble, on va arriver à avancer. C'est pas une question d'un sprint d'une personne. On est beaucoup plus sur un travail d'équipe. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette nouvelle réponse, Jean-Marc. Et justement, suite logique, quels sont les indicateurs justement principaux à surveiller pour s'assurer que la promesse de marque est respectée et aussi mesurable? C'est vrai que tout ce qui est KPI, c'est quelque chose sur lequel parfois on ne se focalise pas assez. Et justement, voilà, quels sont les principaux indicateurs dans ce contexte-là? Oh, il y a tout un site par rapport à des KPI qu'on peut avoir. Mais le fait de définir les KPI, c'est une chose. L'autre volet, ce n'est pas de les utiliser comme à l'école où on distribue des notes. Et très souvent, c'est ça. Mais c'est vraiment les KPI, ce sont des indicateurs. Ce n'est pas l'explication, mais c'est un indicateur. C'est un indicateur comme quoi les choses vont bien ou pas bien, whatever, mais c'est un indicateur sur comment les choses, elles vont. Et le plus intéressant là-dedans, c'est des indicateurs qui ont un pouvoir prédictif. Exemple, chiffre d'affaires. Pouvoir prédictif? Non, parce que le chiffre d'affaires, c'est celui que j'ai réalisé la semaine passée, le mois passé. Par contre, le nombre de leads, le nombre de contacts clients, le nombre de demandes que j'ai eues pour des offres, le nombre d'offres que j'ai fait, ah, ça c'est un prédictif. Et donc, ce sont des indicateurs qui me permettent finalement de gérer l'entreprise. Et il y en a plein, il y en a plein. Mais je pense qu'il est important de distinguer ces deux catégories. Oui, il en faut qui sont par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à la marge, etc. Mais ce qui est beaucoup plus important, je pense que ce sont les prédictifs. C'est par exemple la satisfaction des clients, c'est la satisfaction des employés. Parce que si on voit que ceux-là sont en train de diminuer, ben à ce moment-là, ça ne va pas tarder, il y a le chiffre d'affaires qui va suivre, hein. Mais ce sera trop tard si je me fixe que sur le chiffre d'affaires. On est entièrement d'accord. C'est vrai que avec cette méthode Scaling Up, on est vraiment sur la croissance. Donc vraiment avoir ce côté prédictif, voir les tendances et comment monter en permanence et augmenter encore et encore. Mhm. OK. Parfait. Et justement, je tenais à revenir sur une autre chose, puisque cette série de webinars qu'on a développé avec toi sur Scaling Up est liée à un autre événement, puisqu'on parle beaucoup sur l'aspect théorique, les outils, la mise en pratique, là qu'on peut ressortir d'un webinar en 45 minutes, 1 heure. Mais on a un programme aussi qui a été développé de ton côté, qui s'appelle la Masterclass. Est-ce que tu peux nous en parler justement, puisque c'est la suite logique et l'application au final de ce qu'on voit lors de ces webinars Scaling Up. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors la masterclass, c'est un format assez cool dans le sens qu'on est un maximum de 6 équipes de direction
à participer à une formation qui est étalée sur 6 mois à raison d'une réunion par mois. C'est en présentiel et en virtuel. Et l'idée ici, c'est vraiment de passer à travers tout ce trésor de stratégies, de processus qui vont aider à développer de nouvelles idées, à améliorer, à lâcher le plein potentiel de l'entreprise. Important, 2 choses. La première, c'est de venir à 2 ou à 3. Le prix est d'ailleurs le même. Parce que, comme je disais avant, c'est un sport d'équipe. C'est plus une question qui est uniquement reliée à une personne seule, patron ou patronne, mais c'est une équipe, c'est 2-3 personnes, ça peut aussi être 4-5 personnes. Mmh. Mais d'avoir déjà ça, premier volet. Deuxième volet, c'est de se prendre de manière régulière. Et lorsque on va lorsqu'on va se retrouver, c'est on va d'une part parler de la méthodologie dans une des 4 dimensions du framework Scaling Up, mais aussi on va s'entretenir sur qu'est-ce qui va se passer le prochain mois. Et donc de voir si jamais on rencontre si on a des questions, si on a des soucis avec la mise en application, c'est l'opportunité justement de l'affiner pour avoir tout le bénéfice finalement de cela. Merci pour Ça ces c'est en explications. 2 mots la masterclass, mais voilà. Justement, on pourra retrouver plus de détails sur la masterclass directement sur le site du Paper Jam Club. Je vous mets directement le lien dans le chat, comme ça, voilà, vous n'avez pas à la Super. rechercher, elle est juste ici, elle vient d'apparaître. Une autre question maintenant de Noura, comment intégrer des pratiques éthiques et inclusives tout en maîtrisant les aspects financiers et organisationnels, pardon, lors de la phase de scaling up? Oui. Alors, un des tout premiers exercices et dialogues que j'engage avec les dirigeants, c'est quelle est la raison d'être de l'entreprise qui va au-delà de faire de l'argent? C'est-à-dire cet aspect de purpose-driven company. Euh, c'est Alors, si on est une entreprise jeune, on a beaucoup plus de facilité à répondre à cette question. Poser cette question à une entreprise qui est déjà bien établie, quelle est la raison d'être finalement de cette entreprise? C'est loin d'être évident. Et en ayant cette raison d'être, ben, on se reconnecte finalement quelque part à une mission sociétale, à une mission sociale. On se reconnecte à un environnement qui, justement, va au-delà de faire de l'argent. Et donc, c'est un premier élément de réponse. Euh, pour ce qui est du côté éthique, ben, ce sont les valeurs qui automatiquement pointent dans cette direction. Euh, on peut faire un discours sur la différence entre éthique et morale, d'accord? Mais prenons les valeurs comme étant des points de repère. C'est-à-dire que si on vient dans cette entreprise, si on agit dans cette entreprise, ben, il y a des principes qu'on doit observer. Et ben, c'est l'éthique que cette entreprise elle a déterminée. Et ça, chaque entreprise a ses propres core values. Ça ne sert à rien de les copier sur d'autres. Ça ne sert à rien. C'est même contre-productif. Mais c'est de passer par un exercice de réflexion, c'est cette mission sur Mars, pour les découvrir et pour les affiner. Et là, on va vraiment intégrer l'essence de ce que finalement les propriétaires, les dirigeants euh, voilà, incarnent en termes d'éthique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Noura, c'était ça? Noura, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si tout est OK pour vous concernant cette réponse. Je vais me permettre aussi de remettre dans le chat l'adresse email de Jean-Marc si jamais vous souhaitez le contacter justement par rapport à ces différentes propositions qui ont été faites pendant ce webinaire, par rapport à la masterclass, par rapport aux prochaines sessions de webinaire. Voilà, petite adresse qui va apparaître dès maintenant.
Parfait. Eh bien, écoute, Jean-Marc, il est bientôt 15 heures. Nous arrivons à la fin de cette session webinar. Je tenais à te dire merci encore pour ce partage de connaissances. Si jamais, lié à ces problèmes techniques qu'on a pu rencontrer au début de la session, vous êtes arrivé en cours de route lors de ce webinar, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un lien de replay qui va vous permettre de reprendre l'entièreté du webinar, de rattraper peut-être les passages que vous avez perdus en cours de route. Et voilà. Jean-Marc, je te laisse le mot de la fin, s'il te plaît. D'accord, merci, merci Julien, et merci d'avoir récupéré l'incident technique du début. Voilà. Euh, je dirais, voilà, lorsque vous aurez vu ou revu ce webinaire et que s'il y a des questions qui se posent, ben, contactez-moi sur l'adresse mail, respectivement sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup. Merci encore Jean-Marc pour ce webinaire et je te dis à très bientôt. Nous allons donc passer maintenant à nos prochains rendez-vous. Démarrez donc vos bonnes résolutions en rejoignant la première journée de workshop de l'année 2025, le 21 janvier à l'abbaye de Neumünster. Attention, il ne nous reste plus que quelques places disponibles. Le mercredi 29 janvier, découvrez les dernières avancées en analyse avancée et intelligence artificielle pour renforcer la cybersécurité de votre entreprise lors d'un nouveau webinar. Enfin, le jeudi 30 janvier, si vous ne connaissez pas encore ce format, rejoignez-nous pour une demi-journée dédiée à l'exploration de l'IA générative, visant à acculturer les participants, démystifier les enjeux et réduire les craintes liées à ces technologies révolutionnaires. Cet événement est conçu pour vous offrir des outils et des connaissances précieuses qui impacteront positivement votre quotidien, tant au niveau professionnel que personnel. Voilà donc pour vous inscrire, connectez-vous comme d'habitude au site du Paper Jam Club dans la section Académie en menu. Et merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée.